Mario. Oh, la précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Mais quel arrêt de la part de Claude Casman, bon. De laver. La fin, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est bon! Et voilà! L'assurance est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Alexandre Carrier du bataillon Saint-Hyacinthe. Il ne faut pas se le prendre. Dave, comment ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Donc, effectivement, une première, un premier invité du bataillon. Donc, ça va être le fun de voir comment ça se passe. Là, c'est sûr que ça fait pas très longtemps qu'il est avec le bataillon. À pareille date, la semaine dernière, pendant le podcast, c'était encore un membre des Pétroliers de Laval, donc Alexandre Carrier, mais qui a pu participer au match, là, qui a même fait sentir sa présence là, à Saint-Hyacinthe. Puis, on va pouvoir là, voir un petit peu de comment ça s'est passé de son côté. C'était quand même une grosse soirée. Le chac de plein, comme on dit. Il y avait beaucoup d'ambiance, malgré le fait que Saint-Hyacinthe n'a pas réussi à donner une première victoire à leurs partisans, mais ce n'est que partie remise. Puis, il va pouvoir nous parler un petit peu de la soirée, là, qui est une très belle soirée là, à Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, j'étais présent là, pour ce match-là. Donc, il va pouvoir nous parler de ça, puis un petit peu de sa carrière également. Puis de son arrivée là, dans la LNAH. C'est sa deuxième saison dans le circuit. Donc, ça va être le fun comme entrevue là, dans environ une dizaine de minutes. Yes. Moi, Dave, je vais te laisser y aller un petit peu enchaîner avec les nouvelles. Pendant ce temps-là, je vais partager là, le balado là, sur les différents groupes là, de fans de la Ligue. Donc, peut-être commencer par les premières équipes là, justement d'expansion ont joué leur premier match à domicile. Oui, donc c'est la glace est brisée, comme on dit. On l'a dit à la Saint-Hyacinthe, une très belle foule aussi à Québec aussi, au-dessus là, de 1300 personnes pour le match le samedi soir. Donc, c'était vraiment deux réussites, tellement que dans les deux cas, on n'avait pas nécessairement prévu l'achalandage aux portes avant le début de la rencontre. Donc, les deux matchs qui ont été retardés d'une dizaine de minutes pour permettre aux gens de pouvoir rentrer, c'est correct, c'est l'expérience qui rentre. Donc, c'est un peu cocasse là, quand il pense, mais non, deux très beaux matchs. Dans le fond, c'est sûr que dans les deux cas, l'équipe locale n'a pas encore réussi à gagner devant un nouveau partisan, mais ils auront la chance de se reprendre ce week-end. Donc, c'était vraiment deux réussites. Donc, c'est bien parti tant du côté de Saint-Hyacinthe que du côté de Québec. Donc, tant mieux pour ça. Ensuite de ça, il y a quand même eu des mouvements de personnel là, entre... comme j'ai dit, à pareille date, mardi passé, puis le début des matchs. Donc, évidemment, le gros échange qu'il y a eu, c'était l'échange là, qui impliquait Alexandre Carrier puis Nathan Hudgens, d'anciennement des Pétroliers là, qui sont arrivés au bataillon en retour avec des choix repêchage, mais en retour là, de Alexandre Kennel, qui était un joueur là, que le bataillon avait acquis lors du repêchage d'expansion là, de Sorel-Tracy. Donc, Laval, tu sembles dire qu'Alexandre Kennel, du côté de Laval, effectuerait ses débuts en fin de semaine. Donc, c'est quand même un joueur là, qui, à travers sa carrière dans la Ligue nord-américaine, qui est là depuis plusieurs années, partout où il a passé, un joueur qui a maintenu une moyenne de plus d'un point par match, tant à Jonquière qu'à Sorel, où il jouait là, lors des deux dernières saisons. Donc, grosse acquisition du côté de Laval. Puis en même temps, du côté d'une équipe d'expansion, on n'avait pas encore réussi à s'entendre avec Alexandre Kennel. Puis ça nous permet d'aller chercher deux attaquants importants là, qui vont nous apporter de la profondeur, un petit peu de robustesse aussi du côté de Carrier, puis également du côté de Nathan Hudgens. Beaucoup de vitesse. On l'a vu vendredi pour ceux qui ont vu la rencontre, a été... Ça n'a pas été le meilleur attaquant du bataillon, a passé bien près. Là. C'est lui qui a préparé le but, le seul but en désavantage numérique. Puis même que quelques secondes avant, quelques minutes avant, avait failli marquer un autre but spectaculaire là, sur une séquence encore en désavantage numérique. Donc déjà, là, ça récolte ses fruits. Puis
il y a beaucoup de gros canons là, à Laval, là, surtout l'an dernier. C'est peut-être un joueur qui passait un petit peu plus sous le silence, là, mais Nathan Hudgens là, qui avait connu une excellente saison là, à Laval l'année dernière. Donc, c'est un échange là, qui devrait un win-win, comme on dit, là, des deux côtés, qui devrait porter fruit pour les deux équipes. Sinon, du côté de Sorel, on l'avait mentionné pendant le podcast, mais c'était pas officiel. Alexandre Fortin, là, qui avait joué le dernier match pré-saison avec les Éperviers, ben, on l'a officialisé comme signature. Donc, quand même, c'est rare les joueurs qui rentrent dans la Ligue, là, qui ont de l'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Donc, Alexandre Fortin, c'en est un, là, avait joué à peu près 25 matchs là, avec les Blackhawks de Chicago. Joueur qui avait été pas repêché. Donc, qui avait fait là, son petit bout de chemin là, dans la Ligue américaine là, avant de se rendre dans la Ligue nationale. Et puis, un autre joueur aussi, Bradley Lalonde, défenseur, là, celui-ci avait été acquis sur le repêchage des bâtisseurs de Montcalm. Donc, c'était un joueur de liste, dans le fond, qu'on est allé chercher dans le repêchage de dissolution, le côté de Sorel, qui a porté fruit, dans le fond, puisqu'il va venir jouer à Sorel cette saison. Donc, un défenseur là, assez offensif là, qui avait notamment là, connu des très belles saisons en Angleterre lors des 2 dernières années, puis avait même connu une saison de tout près d'1 point par match là, dans la Ligue junior majeure du Québec également. Donc, 2 grosses acquisitions là, du côté de Sorel. Sinon, les étoiles de la semaine, ça a été annoncé aujourd'hui. Donc, 3e étoile, Mathieu Lemay des Marquis de Jonquière. Ça, c'en est un là, qu'on avait annoncé comme étant un franc-tireur, donc un joueur qui allait marquer beaucoup de buts. Ben, il est arrivé il fait honneur à sa réputation avec déjà 2 buts de passe dans le premier match là, vendredi dernier à Laval. Émilien Boily, ça leur faire du bien à Émilien Boily, lui qui n'a pas joué dans la Ligue nord-américaine l'année dernière, même s'il avait déjà joué beaucoup, là, donc avait été remporté la coupe dans la Ligue Senior 3 avec les Loups de Latuc, qui est un gardien partant là-bas. Il est revenu dans la Ligue nord-américaine cette saison. Et bien déjà là, une grosse performance le samedi soir, a seulement laissé un but à Québec pour permettre aux 3L de remporter leur première victoire. Et le gardien Philippe Desrosiers, qui lui aussi a seulement laissé un but vendredi dernier à Saint-Hyacinthe. Là. Surtout en 3e période, Saint-Hyacinthe avait vraiment plus l'avantage du match et s'est levé pour permettre à Sorel de garder leur avance. Donc, les 3 étoiles de la semaine. Mention honorable là, également là, au premier trio de Laval qui était le meilleur trio de loin l'année dernière dans la Ligue nord-américaine. Malgré la défaite à Laval vendredi, on a déjà ramassé 10 points. Une belle remontée en 3e période, ça par là. Oui, il faut le mentionner. Ouais, ça a passé bien proche. Donc, 4 points pour Caron, 4 points pour Joannette, puis 2 pour Brandon Hamelin. Donc, déjà 2 points pour ce trio, seulement un match. Donc, c'est bien parti là, pour le meilleur trio de la Ligue. Eux aussi là, vont fièrement défendre leur saison là, de meilleur trio et c'est bien parti. Yes. On pourrait mentionner, David, aussi, qu'on a eu l'identité là, des nouveaux capitaines là, pour les équipes là, qui étaient sans capitaine. J'ai marqué ça là, dans le calepin de ça. J'aime ça, le calepin. Louis Marcotte à Saint-Hyacinthe, Samuel Houle à Québec, Tristan Pomerleau à Rivière-du-Loup et Maxime Lacroix à Saint-Georges qui a été nommé. Quelques équipes là, ont mis des petites vidéos. Là, je vous invite à aller regarder celui de Maxime Lacroix, là, que Kevin Cloutier était dans l'autobus lorsqu'il a nommé le capitaine. Également, on a Martin Larivière là, qui était dans la chambre du bataillon, là, qui a nommé les assistants et le capitaine. Donc, on était au cœur là, du vestiaire du bataillon là, lors de cette petite vidéo-là. Oui, donc c'était vraiment bien fait. Par contre, dans les commentaires, j'ai vu que Danny Potvin s'était fait un petit peu taper ses doigts parce qu'il avait pilé sur le logo. Donc, non, mais c'est bien mérité là, pour les assistants capitaines. Là. Dans le fond, il y en avait, on en a nommé 4 là, chez le bataillon, donc pour les matchs sur la route et les matchs à la maison. Donc, Danny Potvin, Marc-Olivier Currier-Morin, Mathieu Brisebois, puis Dominique Talbot-Tassi, si je ne me trompe pas. Puis à Québec, là, Maxime Saint-Cyr et Yannick Riendo également vont être des assistants capitaines. Donc, du nouveau leadership. Je pense à Rivière-du-Loup aussi, Casey Kosicki puis Mathieu Coderre-Gagnon qui vont être les assistants capitaines.
Et à Saint-Georges, il y avait Mathieu Demers et Anthony Verret. Si je ne me trompe pas, j'espère que j'en oublie pas, mais donc les groupes de capitaines, les groupes de leadership qui ont été nommés là, dans les différentes équipes. Il y a aussi quelques joueurs là, dans le calepin de Seb qui ont marqué leur premier but dans la Ligue. Donc, oups. Donc, il y en a eu beaucoup quand même. Là. C'est sûr que quelques joueurs. C'est le premier week-end d'activité, il y en a beaucoup, mais ouais, donc on en a parlé, Mathieu Lemay à Jonquière, Carl Neal, le défenseur à Laval, tout un tir des poignets, là, son premier but, Mathis Demers et Elliott Lavoie, les deux recrues à Québec là, qui ont marqué à Thetford Mines vendredi. Nathan Ouellette, qui malgré qu'il avait déjà joué plusieurs matchs dans la Ligue nord-américaine, n'avait jamais marqué là, à son passage avec les Trois-L, avait récolté beaucoup de passes, mais pas de but. Donc, marqué son premier but avec Saint-Hyacinthe. Sean Boudria, Marc Beckstead à Sorel-Tracy et Cédric Montminy, l'ancien capitaine des Lions de Trois-Rivières, et William Leblanc là, à Saint-Georges, en fait à Rivière-du-Loup, là, qui ont marqué leur premier but pour le Cool FM. Peut-être mentionner justement que Nathan Ouellette a marqué aussi le premier but de l'histoire du bataillon et que du côté du National de Québec, ça a été Étienne Boutet qui a marqué le premier but. Oui, exact. Donc, Étienne Boutet qui a fait ça à Thetford Mines là, face à son ancienne équipe. Donc, c'était un beau moment. C'était aussi drôle aussi parce qu'il y a 3 anciens membres de l'Assurantia qui sont rendus à Québec. Là, donc, pendant la photo avec la bannière, pendant la célébration, pour lever la bannière, là, il y avait 3 chandails bleus. Donc, Samuel Hult, Kevin Veilleux et Étienne Boutet là, qui faisaient partie de leur équipe. Puis, je pense que Bobby Barry l'a bien expliqué dans l'entrevue d'après-match que, dans le fond, ils ont gagné la coupe. Donc, ils méritaient là, amplement d'être là, ce qui est un peu la coutume. On avait vu l'année dernière Bruno Carl-Denis, justement, avec son chandail de l'Assurantia qui était là quand le Cool FM avait levé la bannière à Saint-Georges lors du match d'ouverture. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres petites nouvelles d'intérêt qui se sont passées là, dans la dernière semaine, Dave? Je pense que ça fait le tour, oui. Je pense que oui. On a peut-être j'avais des petites photos. Là. J'avais justement la photo de ceux qui ont fait leur premier but ici avec Étienne Boutet. Elliott Lavoie puis Mathis Demers. Exact. J'avais une petite photo là, de le puck drop là, à Saint-Hyacinthe. Donc, plusieurs personnes. On voit les 2 capitaines, Loïc Marcotte et André Bouvet-Morissette. Et puis, il y avait aussi Rick Hughes, le chanteur, donc, qui avait chanté l'hymne national. Et j'en profite pour vous dire aussi là, que j'ai vu une petite annonce là, du bataillon Saint-Hyacinthe qui cherchait quelqu'un de régulier pour l'hymne national. Vous pouvez aller voir là, leurs réseaux sociaux pour peut-être écrire là, à l'adresse courriel indiquée là, si vous êtes intéressé. Ouais. Je mentionnerais aussi qu'on a eu de la grande visite sur la page du bataillon hier, là, la légende des Blues de Saint-Louis, Martin Brodeur, qui a dit un petit message à l'équipe. Les Blues, la légende des Blues. C'est une blague, évidemment, mais non, la légende des Devils. C'était quand même cool d'avoir de voir ça passer sur les réseaux sociaux de la Ligue nord-américaine. Probablement des 3 meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue nationale qui avait un petit message pour les fans du bataillon. C'était quand même hot. Un ancien du laser de Saint-Hyacinthe. Oui, ben, effectivement. Le lien, si vous cherchez une connexion. Exact. En tant que Saint-Hyacinthe dans la Ligue junior majeure du Québec. Yes. Donc, est-ce qu'on est prêt à y aller avec notre invité de ce soir, Alexandre Carrier? Donc, on va changer le petit background. Et hop! Alexandre Carrier du bataillon de Saint-Hyacinthe. Bonsoir, comment ça va? Yes, ça va bien, vous autres? Yes! Une nouvelle saison qui vient de commencer. Le hockey est recommencé. Tu as joué ton premier match quand même. Tu as subi aussi un échange entre-temps entre l'entraînement et le premier match. Donc, ça a été un début de saison assez mouvementé de ton côté. Oui, mettons que c'était pas vraiment prévu, mais c'est comme toutes les ligues, ça bouge, puis il y a des échanges qui se font. Ça a juste à donner que je faisais partie d'échanges avec Nathan Hudgens puis
contre Alex Canel, que vous avez dit plus tôt. C'est sûr, je venais juste de rencontrer l'organisation à Laval, la fin du camp. On se préparait pour justement le week-end parce qu'on pratiquait les mercredis. Fait qu'on se préparait pour la première game du vendredi. Puis jeudi, environ vers 1h, j'ai un coup de fil de Lucien Paquette qui venait de m'annoncer que j'avais été changé au bataillon. Fait que c'est sûr, sur le coup, ça donne un petit choc. Mais c'est sûr qu'avec avec du recul un peu, j'ai vu une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle équipe, très bien gérée avec Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Puis les fans, ils ont répondu à l'appel. C'était électrisant dans l'aréna Saint-Hyacinthe. Mettons que ça inaugure une saison pour une équipe d'expansion de la bonne façon. T'avais-tu joué dans le vieux LP gaucher à l'époque, peut-être au M18? Je pense que oui, dans le midget 3, contre les Gaulois contre les Gaulois, je pense que c'était dans cette arène-là. Ça me disait de quoi, mais ça fait tellement longtemps que je peux pas te dire avec certitude que c'était exactement là, mais ça me disait de quoi. Puis, si on revient à l'échange, tu as parlé un peu comment ça s'est fait du côté de Laval, tu as reçu le coup de fil. Parle-nous comment ça s'est fait du côté de Saint-Hyacinthe, une fois que l'échange a été fait. Dans le fond, c'est à qui tu as parlé en premier, puis comment est-ce que ça s'est fait, si on veut, l'accueil dans la nouvelle équipe? Oui, j'ai reçu un message de Maxime pas longtemps après que Lucien m'ait appelé. J'étais au travail, fait que c'est sûr que j'avais pas tant de temps pour parler. Fait que j'ai pas pris tant de temps que ça pour parler avec Lucien. Puis malheureusement, j'ai pas pu parler directement avec Maxime tout de suite. Il a fallu que je finisse ma journée de travail avant de pouvoir se parler. Mais on a eu une belle discussion, on a eu une belle conversation. Puis je pense que les deux parties ont été excitées d'entamer cette nouvelle opportunité-là pour moi et pour eux autres aussi. Ils venaient de ramasser 2 joueurs qui allaient aider leur équipe tout de suite le jour d'après, dans le fond, le vendredi pour la game d'ouverture. Fait que c'est sûr que j'étais excité. Pas mal tout le monde était excité dans l'équipe aussi. C'est de quoi qui est le fun. La première game en carrière, en histoire du bataillon de Saint-Hyacinthe, de faire partie de cette équipe-là, ça te fait un petit vélo, c'est le fun. Ouais. Puisqu'on est dans l'action et le premier match, là, David m'a parlé un petit peu avant l'émission que tu as eu un match quand même mouvementé, puis une séquence là, en particulier, il était près de toi à l'autre bord de la ville. Je ne veux pas dire si tu veux continuer. Non, mais c'est parce que je trouvais ça drôle parce que, en tout cas, tu as la distinction d'avoir le premier combat, si on veut, de l'histoire du bataillon de Saint-Hyacinthe. Puis je trouvais ça drôle parce que, ça s'est passé super proche du banc de pénalité. Puis j'étais comme deuxième rangée du banc de pénalité. Fait que quand ça s'est passé, je trouvais ça drôle. J'étais comme Colin, j'ai parlé comme la journée même pour le podcast. Puis en même temps, j'étais comme faudrait pas qu'il pogne un œil au Burnwall qui arrive, de quoi dans le Non, je suis pas si pire. J'ai mes jointures, on a mangé une claque, là, mais ma face n'a pas trop mangé le coup, fait que ça a bien été. Mais c'était dans le feu de l'action, enfin, vous aviez gardé vos casques, hein? Donc, ouais. Moi puis Danny Marlowe, on s'était pogné l'année passée. Là, on avait été pas traditionnel, mais plus protocolaire. On a sorti nos casques et tout, mais comme tu as dit, c'était dans le feu de l'action, c'était direct en avant de leur banc. Je venais juste de frapper son frère direct en avant de lui, fait que ça a comme créé une petite étincelle. Puis tu sais, c'est sûr que ça fait partie un peu de ma game de jouer une game dérangeante, d'être en face du monde, de donner mes en échec. Puis c'est sûr que chez les gants, ça fait partie aussi de mon arsenal. Puis c'est sûr que ça fait en sorte que je me donne
je me donne pas un rôle, mais que ça donne un peu. Ça donne un peu plus de grandeur et de grosseur au reste de l'équipe quand il y a une bagarre comme ça donne de l'enthousiasme et tout dans les estrades, fait que ça se fait ressentir et tout. Fait que c'est toutes ces choses-là ensemble, ça fait en sorte que ça peut nous aider à avoir une meilleure reste de partie. Ouais, on l'a vu, la foule. En tout cas, j'imagine tu as dû ressentir. En fait, je sais pas, là, je me suis jamais battu dans un match de hockey, mais des fois, il y en a que c'est vraiment comme tunnel puis focus, mais la foule, t'es quand même assez en liesse. Là, fait que j'imagine que tu as dû ressentir quand même un peu l'adrénaline de la foule dans tout ça ou pas du tout? Je l'ai ressenti après. Mettons que c'est sur le coup, c'est plus l'adrénaline. Je veux pas manger une volée. Je veux. C'est plus le côté technique, le côté analytique qui rentre en jeu de OK, bon, faut que je me prépare pour ma bagarre, mais c'est sûr qu'après la bagarre, ben, t'entends les fans crier, puis ça l'amène beaucoup de noise dans le shack, là, comme on dit. Moi, j'avais une question. Toi, t'es-tu célibataire, Alexandre? Non, marié. Ça fait 7 ans que je suis marié avec mon épouse Suzanne. Puis, oui, on est encore en très bon terme. On ne se chicane pas. C'était juste pour faire une liaison avec admettons, une description Tinder là, pour les partisans qui ne te connaissent pas. Là, je ne te parle pas de Tinder ou de couple ou de relation amoureuse, là, mais plus pour les partisans là, du bataillon qui ne te connaissent pas, ça serait quoi là, ta description de joueur de hockey? Oh boy. Ma description de joueur de hockey ou en tant que personne? Les deux, ce que tu veux dire. À quoi s'attendre d'Alexandre Carré? Ils t'ont vu jouer peut-être une partie cette année, s'ils suivaient déjà la Ligue une saison l'année dernière, là, mais pour ceux là, qui ne te connaissent pas, mettons. Ben, c'est sûr que dans la Ligue, j'ai pas. Parce que je me suis blessé quand même assez gravement l'année passée. Mm-hmm. J'ai eu une blessure au genou. Fait que j'ai manqué quand même un bon bout de la saison. Fait que je pense pas que la Ligue m'a vu autant que j'aurais voulu. Mais je me suis comme décrit une petite affaire au début là, que ça fait partie de ma game d'être physique, de jouer une game dérangeante, de jeter les gants aussi quand ça la donne. Avoir même si j'ai pas de lettre sur mon chandail, je m'affirme dans le vestiaire aussi. J'ai quand même beaucoup d'expérience, comme beaucoup de joueurs aussi dans le vestiaire des bataillons qui ont beaucoup de vécu, ils ont joué dans des bonnes ligues, puis c'est tout ça ensemble fait en sorte que j'amène de quoi que on n'a pas de temps dans l'équipe. Fait que c'est de quoi que je vais amener à toutes les games là, pour qu'on puisse grandir et qu'on puisse commencer à gagner des parties et tout. Sous-estime pas tes mains, par exemple, non plus, parce qu'avant ta blessure l'année passée à Laval, tu avais marqué un highlight reel goal, je pense, en désavantage numérique. Ouais, c'était contre Crevier-Morin en plus. Il venait juste de lancer, ça m'a pogné les jambières, je suis parti en échappée et j'ai fait mon move, ça a bien fini. C'est sûr que ça paraît bien, mais j'ai pas de temps ces opportunités-là. C'est pas vraiment pour ça que je suis reconnu. C'est sûr que je travaille fort dans la zone. Je fais de la place, je dérange devant le but, j'essaie de créer de l'espace mes coéquipiers pour moi-même aussi. Fait que ces choses-là, c'est plus ça qui m'identifie, mais c'est sûr que je suis capable de faire des jeux, je suis capable si j'ai l'opportunité, c'est sûr que je vais être capable de pouvoir sortir un petit lapin de mon chapeau, mais c'est pas là-dessus que c'est pas là-dessus que je suis le plus reconnu, je vais dire. Dave, avais-tu des questions un petit peu dans le présent? Moi, je voulais faire un petit rewind là, dans le passé, si ça ne te dérange pas.
Ouais, non, je pense qu'on peut y aller. Quand même, justement, une belle feuille de route sauter d'Alexandre Carrier, beaucoup d'expérience. On va pouvoir aller naviguer un petit peu à travers ça. Ben, je regardais un petit peu là, ton élite prospect là, avant qu'on rentre en entrevue. Puis, tu as pratiquement joué une dizaine de saisons à gauche et à droite dans East Coast League. Qu'est-ce qui t'a amené là, dans la LNH? Là? Comment que c'est arrivé que finalement, tu as décidé, je reviens au Québec, les voyages en autobus, c'est terminé. Conte-nous donc ça un peu. Ben, mettons que c'est arrivé assez vite. À tous les étés, dans le passé, j'appartenais à Thetford. Puis à tous les étés, Bobby Barry m'appelait, il me discutait c'est quoi tes plans, puis il voulait voir où est-ce que je m'en allais. Puis à tous les étés, ben, je disais que j'étais encore aux États-Unis, que je poursuivais cette avenue-là. Puis ensuite, j'ai rencontré ma femme, Suzanne, et là, ça m'a comme seté pour rester aux États-Unis, même après que le hockey était fini. Puis j'en ai discuté avec Bobby Barry. Et après plusieurs saisons, Bobby Barry a décidé de plus me protéger. Fait que je suis tombé comme agent libre. Et là, Lucien Paquette, il est rentré dans le décor. Et il est assez persévérant. L'année, dans le fond, l'été passé, j'étais sur le bord de signer un contrat en Hongrie. Puis, dans le fond, il m'a négocié ça pour que je vienne jouer à Laval. Puis ça tombait bien parce que dans mon domaine de travail, je voulais changer de branche. J'étais un comptable en ce moment. Puis je voulais changer de branche comme gérer des portfolios, des investissements. Donc, ça a comme bien à donner que je voulais retourner aux études. Puis l'école aux États-Unis est tellement chère que j'ai dit ça va faire plus de sens si je retourne au Québec puis que je vais à une des écoles ici à Montréal. Fait que ça s'est décidé en dedans d'une semaine. On a décidé, moi, mon épouse, de virer de bord, de dire non à la Hongrie puis de s'en venir à Laval. Et je voulais juste savoir, tu parles que tu as négocié un contrat. C'est une petite parenthèse. Comment est-ce que. Dans Nick Paquette qui écrit un autre, comme moi. J'attends encore qu'il me donne un in, lui, pour que je puisse acter avec lui. C'est bon. Mais je voulais savoir comment ça fonctionnait puisque tu as été changé dans la Ligue américaine. C'est-tu comme dans la Ligue nationale que, mettons, les contrats se transfèrent dans le fond du tout pour tout? Ça se renégocie des fois? Je ne sais pas exactement comment ça marche parce que c'est la première fois que je me fais échanger dans cette ligue-là. Puis j'ai tellement pas d'expérience dans cette ligue-là que je ne sais pas comment que les échanges dans le passé se sont passés. Moi, le bataillon et moi, on s'est entendu sur le même contrat que j'avais avec Laval. Fait que ça, pour moi, c'est pour ma situation personnelle, c'est ce qui est arrivé. Je ne sais pas si dans le passé, d'autres personnes, ça a donné différemment ou si les contrats se sont renégociés. Mais moi, le bataillon, ils ont honoré le contrat que j'avais déjà eu avec Laval pour cette année. Okay. Parle-nous un peu des pétroliers de Laval. On m'a soufflé à l'oreille là, que tu étais très apprécié dans le vestiaire. On a souvent entendu là, au cours de la saison passée qu'il régnait une bonne ambiance également dans le vestiaire des pétroliers. On a des Danick Paquette également de ce monde là, qui sont toujours là pour une petite blague. Non, il y avait beaucoup de bouts en train aussi dans votre équipe. Parle-nous un peu de ta saison là, et de l'ambiance qui régnait dans le vestiaire l'année passée. C'est sûr que j'ai été très choyé, mais je pense que j'entends ça partout dans la ligue, que chaque équipe a un genre d'esprit de famille. Tout le monde est dans le même bateau, tout le monde a des jobs durant la semaine, puis on se rejoint les fins de semaine pour jouer du hockey, de quoi qu'on joue depuis qu'on est tout petit. Fait que cette appartenance-là familiale, je pense que ça se retrouve partout dans la ligue.
À Laval, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est ce que je ressens en ce moment avec le bataillon, même si ça fait pas longtemps que je suis là, je sens déjà l'esprit de famille. Je me suis fait accueillir, les bras grands ouverts par toute l'organisation, les joueurs, puis même les fans. Fait que mais c'est sûr qu'à Laval, ça m'a donné. J'ai rencontré du monde exceptionnel. J'ai créé des liens assez forts avec des joueurs. C'est sûr qu'il y en a des joueurs qui sont qui prennent plus de place que d'autres. Un Paquette, c'est sûr que il goof around partout dans la chambre. C'est sûr que quand c'est le temps de jouer, il est sérieux, mais dans le locker room, c'était vraiment un bon gars. Des gars comme Sauvé, Sautu, ça n'a pas la langue dans sa poche, puis ça aime ça, faire des blagues. Mais je pense que lui que je me suis rapproché le plus, c'était Medley. Matt Medley, vraiment, c'est quelqu'un, pas juste en tant que leader, pas juste du côté hockey, mais en tant que personne, c'est tellement une bonne personne, puis il donnerait sa chemise dessus le corps pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment, j'ai que des éloges pour lui, là. Vraiment, il m'a accueilli comme si j'étais son frère. C'est vraiment une bonne personne. Serais-tu capable d'imiter sa voix? À Medley, particulière, ouais. Je pense pas que personne peut l'imiter. Il y a tellement de voix qu'il porte, là, c'est incroyable. Non, c'est bon. Dans le fond, là, si on regarde là, justement là, dans tes épopées là, dans la Ligue de la Côte-Est, je pense qu'il y a quelques petites anecdotes ou histoires, là, ben, tu dois en avoir beaucoup en 10 ans d'expérience là, qui ont pu ressortir. Il y en a une là, que justement qu'on m'avait soufflé à l'oreille dans le temps que tu jouais à Atlanta. Tout d'abord, Atlanta, est-ce que c'était. Vous ne jouiez pas en même place que les Thrashers ou c'était-tu le même aréna ou c'était ailleurs? Non, c'était à Gwinnett qu'on jouait. On pratiquait à l'aréna de pratique, dans le fond, où les Thrashers d'Atlanta ils pratiquaient dans le temps. Mais les games, c'était au Colisée de Gwinnett. OK. Puis, dans le fond, c'est ça, on m'a dit que c'était avec, en fait, un joueur qui est dans la Ligue nationale présentement, le gardien des Flames, Dan Vladar, que t'es arrivé de quoi avec lui, puis je pense l'autobus, si je ne me trompe pas. Ouais, ben c'était plus l'équipe au complet, mais c'est lui particulièrement qui était la vedette de cet événement-là. On venait juste de jouer à Caroline du Sud contre les Stingrays. On était sur notre chemin de retour. Il était à peu près, je te dirais, 2-3 heures du matin. On était dans un autobus avec des lits, fait que tout le monde dormait. Puis tout d'un coup, de nulle part, on entend quelqu'un crier en arrière qu'il faut qu'on arrête l'autobus, il faut qu'on arrête l'autobus. Fait que là, tout le monde se réveille, tout le monde est poqué un peu, se demande qu'est-ce qui se passe. Puis là, on dit, qu'est-ce qu'il y a, Dan? Vladdy, qu'est-ce qui se passe? Il dit, hey, il faut qu'on arrête l'autobus, on a perdu notre trailer qui est attaché en arrière. Là, tout le monde a dit, ben voyons donc, t'es sûr que t'es pas en train de rêver, là. C'est sûr qu'on l'a pas perdu. Il dit, non, c'est pas des jokes, je vous le jure, là, on vient de perdre notre trailer direct sur le milieu de l'autoroute. Là, moi, j'étais comme en arrière aussi, fait que je le voyais qui était direct à côté de moi. Là, j'ai dit, t'es sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr, il vient de partir. Fait que là, je me lève, puis on a comme une petite fenêtre qui est à peu près ça de grosse en arrière, qui dans le fond, on verrait absolument rien si le trailer était attaché. Fait que j'ouvre les petits rideaux, puis je vois l'autoroute qui était grand ouvert. Fait que je fais, tabarouette, on vient de perdre notre trailer. Fait que là, je m'en vais en avant. Et je réveille notre coach quasiment, puis je dis, hey, faut qu'on arrête, là, faut qu'on aille chercher notre trailer, là, on vient de le perdre. Puis finalement, notre bus driver, on était rendu tellement loin quand dans le fond, tout était partout, on a fini de se rendre compte de ce qui s'est passé.
L'autobus était tellement loin que finalement, on a appelé la police. On lui a dit, hey, by the way, on a un trailer qui est perdu dans le milieu de l'autoroute entre la Caroline du Sud et Atlanta. Fait que si vous pouvez le mettre sur le bord du chemin, on va venir le chercher demain matin. Là, vous avez continué à rouler, puis il n'a pas arrêté, lui? Ou, il n'a pas arrêté. On s'en est rendu compte trop loin. On ne savait pas quand est-ce qu'on l'avait perdu. Puis, dans le fond, le bus driver, il dit, je peux pas retourner à 2-3 heures du matin dans le milieu de l'autoroute puis essayer de chercher mon trailer. Fait qu'il a appelé la police, il a dit qu'il y a un trailer à quelque part entre Atlanta puis la Caroline du Sud, puis qu'il le mette sur le bord du chemin, il va aller le chercher demain matin. Puis finalement, vous l'avez-tu retrouvé? On l'a retrouvé, oui, la police l'a retrouvé, ils l'ont mis sur le bord du chemin, puis finalement, notre chauffeur, il était le chercher le lendemain. Tout notre stock d'hockey était là-dedans. Il y aurait quelqu'un qui aurait pu passer, spinner, partir à gros affaires. Ça aurait pu être dangereux et tout. T'as un trailer, pas de lumière dans le milieu du chemin. Ça aurait fait un méchant carambolage. Heureusement, c'était à 2 h du matin, et il n'y a peut-être pas trop de choses. Ouais, heureusement. C'est sûr que dans le milieu de la journée, ça aurait été une autre histoire, mais c'était de quoi. Bon, puis sinon, tu as joué à un autre endroit, puis je vais te poser une question. Puis de la manière que tu m'en as déjà parlé, ça a été un court séjour, mais mouvementé là, quand tu as joué au Utah. Tout d'abord, je voulais te poser la question parce que tu as eu la chance de jouer en Utah. C'était pas à Salt Lake City, je pense exactement, mais est-ce que l'Utah, c'est une place où le hockey s'appogne? C'est un bon endroit, selon toi, pour avoir une équipe de hockey, puisque maintenant la Ligue nationale est rendue là? Moi, personnellement, je pense que c'est un très, très bon marché. Nous autres, on avait beaucoup de fans. C'est sûr que notre arena était quand même assez grosse sur ce qu'on jouait. Mais c'était des fans qui étaient bruyants, qui étaient supporters aussi. Je pense que ça va être une belle opportunité pour Utah d'avoir une équipe là. Il y a aussi le côté la vue là-bas, c'est incroyable. Là. Il y a des montagnes qui comme autour de la ville. Fait que c'est juste ça, c'est de quoi de pas pire, mais je pense que la Ligue nationale va bien faire à Utah. Super. Puis si on rentre dans le vif plus du sujet, je pense que en pré-entrevue, tu nous expliquais que justement, tu avais eu une histoire où tu étais pogné un peu d'une tempête de neige. Je pense que c'était quand tu jouais au Utah, justement, c'était celle-là? Oui, je jouais au Utah. Cette fin de semaine-là, on jouait sur la route. On avait deux games à Wheeling, West Virginia, en Virginie de l'Ouest, puis une game à Fort Wayne. Indiana. Puis, dans le fond, pour des raisons inconnues, je n'étais pas du voyage pour cette fin de semaine-là. Fait que j'étais resté à Utah. Puis, la première game, on a perdu contre Wheeling. Deuxième game, on est en train de perdre, je pense, 5-2 en deuxième période. Puis moi, je regardais la game sur mon ordi. Puis, je reçois un appel de mon coach. Là, pendant la game? Là. Ouais, pendant la game, entre la 2 et la 3, je reçois un appel de mon coach. Je dis, crime, c'est bizarre. Fait que réponds, Tim, qu'est-ce qui se passe? Je vais. On a une couple de blessés, puis je vais te faire prendre l'avion demain matin pour venir nous rejoindre à Fort Wayne pour la game de demain. Fait que là, bon, OK, donne-moi les informations, quelle heure que je pars, puis comment ça va se faire. C'est le jour même de la game, fait que faut falloir que je prenne l'avion puis que je me rende là-bas. Fait que je partais de Utah, dans le fond de Salt Lake City, à 6 h le matin.
Puis après ça, j'avais de Salt Lake City jusqu'à Chicago, puis de Chicago jusqu'à Fort Wayne. Fait que je prends l'avion, je me ramasse jusqu'à Chicago, puis je regarde mon vol, il est cancellé de Chicago jusqu'à Indiana, jusqu'à Fort Wayne, Indiana. Fait que là, j'appelle mon coach, je dis, hey, je pourrais pas être là. Il dit, ben, loue un char, puis viens nous rejoindre. Fait que là, je regarde la météo, j'ai crème, il y a une tempête de neige qui est en train de pogner entre Indiana et Chicago. Fait que là, bon, OK, on va prendre louer le char, commencer à rouler. Je pense que ça m'a pris 4h30, ça va supposé me prendre 2 heures. J'étais arrivé à l'aréna, le warm-up était déjà fini. Fait que j'étais embarqué sur la glace à frette. J'avais pas donné un coup de patin. Les seuls coups de patin que j'avais donné, c'est partir de la porte, dans le fond, pour rentrer sur la glace jusqu'au banc. C'est le seul coup de patin que j'ai fait. Puis finalement, mon premier chiffre, ben, j'étais tellement brûlé. J'avais voyagé toute la journée, j'avais conduit dans une tempête, fait que j'étais tellement brûlé. Fait que là, je dis, crime, il faut de quoi pour me stimuler. Fait que j'ai décidé de me battre avec un plus gros gars l'autre bord. Il s'appelait Cody Soul. C'était un gars 6 pieds 5, 245 livres. Fait que j'ai décidé de me pogner avec pour me réveiller. Mon premier chiffre, c'est la glace. Puis finalement, en deuxième période, j'ai décidé de me repogner avec. Vu que je suis pas. T'avais besoin d'électrochoc? Ouais, c'est sûr que la deuxième fois, c'était pas aussi voulu que la première fois, mais ça a juste à donner. J'avais frappé un de leurs gars Open Ice, puis il était dressé à la glace, fait que j'ai pas eu le choix de répondre à l'appel. Puis pour clouer le tout, en troisième période, j'ai scoré un but pour égaliser la game. Ouais, fait que ça a comme... Après la game, j'étais tellement brûlé, ça avait même pas de bon sens. J'ai quasiment fait une sieste direct sur le banc, dans le locker room, là, dans le vestiaire. J'ai quasiment fait une sieste direct sur le banc. J'étais exténué, j'avais plus rien, j'avais plus de jus. Puis après ça, au moins, le voyage de retour est un petit peu mieux. J'ai pas eu besoin de conduire. Ouais, ça doit quand même être top 10 des journées mouvementées d'une vie, ça, tabarnouche. Ah, ouais, mettons que pour moi, en tout cas, c'était pas mal un top 2, là. Ouais, tabarnouche. Ouais, c'est vrai. Puis, as-tu une autre petite anecdote, Dave? Moi, j'en avais une, sinon. Ouais, ben je pense que il y a peut-être quelqu'un qui a assez déjà avec le commentaire. Ouais, ça, aussi solide que ta bataille dans le penalty box. C'est quoi ça, ouais, Alex? Ça, c'était à Utah aussi. C'était fait, là, méchant garçon. Ben, c'est pas moi qui ai parti ça, mais c'est moi qui l'ai fini. Dans le fond, j'étais avec Utah, on était au Colorado. Dans le temps, il était encore dans East Coast, il était encore dans notre ligue. Puis, je venais juste c'est comme un... ça revient encore, mais je venais juste de me battre encore. Puis, dans le fond, je venais juste de me battre avec Tegan Zahn. C'est un bon défenseur qui jouait pour Colorado, puis aussi un bon batailleur. Fait que, dans le fond, on s'est battu, je retourne au banc de pénalité. Je venais juste d'attacher mon casque. Puis, un de mes coéquipiers, John Pushkar, il venait de pogner une pénalité contre, dans le fond, à cause qu'il s'est pogné un peu avec Michael Cedeo. Lui, c'est un choix, je pense, d'Ottawa. C'est un défenseur de Colorado. Et dans le fond, il a continué de crier après Cedeo, même une fois qu'il était rendu dans le banc de pénalité. Il était direct dans la porte du banc de pénalité, puis il criait après. Puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais pour moi, les fils se sont touchés. Michael Cedeo, il a décidé de rusher le banc de pénalité. Il a jumpé dans le banc de pénalité, commencé à frapper, à puncher mon coéquipier. Fait que moi, j'étais direct dans le banc de pénalité, fait que j'ai décidé d'embarquer dans le top, de commencer à me pogner avec Cedeo qui était en train
qui est en train de démolir mon coéquipier. Puis là, les arbitres commençaient à rentrer dans le banc de pénalité, essayer de nous séparer. Puis à la fin, quand tout était, tu sais, que la bataille était finie, il y a un fan m'a lancé du popcorn puis une bière direct dessus. Comme quoi, ça arrive pas juste dans la Ligue nord-américaine, des fois. Non. C'était un bon petit retour en arrière là, dans le temps là, pour se faire tirer une bière dans le banc de pénalité. C'était de quoi de spécial. Il y a du folklore aussi dans l'East Coast League. Ouais. Puis si on regarde justement de tous les endroits que tu as joué aux États-Unis, ce serait quel selon toi le plus bel endroit que tu as eu la chance de visiter? Ouf. Ben, c'est sûr, j'ai joué. Ben, Utah, c'était vraiment beau. C'était. J'ai expliqué avec les montagnes, puis la ville aussi, c'était vraiment propre, c'était clean, c'était beau. Orlando, c'est sûr que j'ai pas besoin d'expliquer avec Universal, avec Disney. Il y a beaucoup, la température est incroyable. Le lifestyle là-bas, c'était assez exceptionnel. Là. C'était une belle place pour jouer. Tu t'en vas à l'aréna de pratique en flip-flops puis en short puis un petit t-shirt. C'est le fun. Là, milieu de janvier, milieu février, là, c'est le fun. Ouais. Mais sinon, je te dirais, en Autriche, quand j'avais joué pour Red Bull à Salzburg, je te dirais que c'est probablement ma place que si tu me dirais demain matin, s'il y a une place que tu veux retourner que tu as déjà visité, je retournerais direct là. C'était tellement une belle place, c'était tellement différent de ce qu'on voit ici là, en Amérique du Nord. Fait que personnellement, ce serait la place que je dirais que c'était la plus belle. C'était spécial, ça. Il me semble que j'ai déjà eu un joueur en entrevue qui a joué pour le. C'était pas avec la source LNH, là, mais le propriétaire là, du Red Bull, il était présent au match, très présent quand même. Puis c'était tout un personnage. Là. Je ne sais pas si tu as déjà eu à le côtoyer. Ben, pas tant que ça. Parce que c'est sûr que dans le temps, moi, mon coach prenait plus de place que dans le fond, lui qui était en charge, là, lui qui avait l'équipe. Pierre Pagé, c'était mon coach dans le temps. Pierre Pagé. Pierre Pagé, c'était mon coach en Autriche. Puis lui, mettons qu'il a fait jaser dans le temps avec Matt Sundin. Puis c'est son... C'est bévu là, dans le national, mais je te dirais qu'il n'a pas perdu cet aspect-là de son coaching qu'il était en Autriche. Mettons qu'il en a pété des coches assez solides durant un game, puis même durant les pratiques, c'était intense. Je ne sais pas si c'était là, je viens de me souvenir, le joueur, c'était Martin Saint-Pierre. Il a parlé justement, Pagé, c'était le coach. Puis, je pense qu'à un moment donné, là, il y avait eu des menaces de mort. Là. Je ne sais pas si c'était une année que tu étais là, mais... Non, c'est l'année juste avant, à Ljubljana. Ljubljana, il y avait eu des menaces de mort durant les séries, je pense, de l'année avant que j'étais allé là. Fait que, mettons que l'année que j'étais arrivé puis j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, crime, on est-tu en danger, nous autres, à s'en aller là-bas? Oui, lui, peut-être que personnellement, mais est-ce que nous autres, les joueurs, moi j'ai 20 ans, première fois que je suis aussi loin que ça que je m'en vais en Europe, puis j'entends parler qu'il y a des menaces de mort à notre coach. Mettons que ça te fait pas sentir en sécurité ben. Ouais, c'était quoi? C'était les fans? Il y avait des... C'était les fans de Ljubljana qui je pense pas que c'était tous les fans, mais il y avait certains qui... je sais pas exactement, je me rappelle pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais pour que tu envoies des menaces de mort à quelqu'un, ça devait être de quoi de pas pire. Il avait engagé là, des
des agents de sécurité là, pour le suivre partout aussi dans ses déplacements, puis pour être chez eux, là, devant la maison. Ouais. Puis même escorter toute l'équipe, c'est ce que les joueurs, l'année que j'étais là, ils ont dit. Ils escortaient l'équipe au complet en dehors avec un tunnel qui les suivait. Puis il y avait des gardes de sécurité à l'entrée, puis même des sensors pour des armes. Tout d'un coup, des couteaux, des armes à feu ou peu importe. Fait que ça devait être de quoi, là. Mon année, c'était plus calme. Je pense que les fans y ont comme oublié, mais l'année d'avant, ça ne devait pas être trop le fun de se ramasser là-bas. Et, ça joue dur. Ouais, ça joue dur, Colin, en Autriche. Sinon, dernier point que j'aimerais aborder là, de ta carrière, là, quand on regarde, tu as quand même eu la chance là, de toucher à la Ligue américaine là, quelque peu avec les Devils d'Albany, le club école là, des Devils. Parle-nous un petit peu de cette expérience-là, de c'est quoi tes meilleurs souvenirs d'avoir eu la chance de jouer dans la Ligue américaine? Oui, c'est sûr que c'est tout rêve de joueur de hockey d'atteindre le plus haut niveau. C'est sûr que la Ligue américaine, c'est en voie de se ramasser dans le national. C'est plus comment c'est arrivé que ça m'a surpris parce que j'ai commencé l'année dans la SPHL cette année-là, dans la Southern Professional Hockey League. Puis, c'est pas renommé pour développer des joueurs pour jouer dans la Ligue américaine. Mais cette année-là, dans le fond, j'avais été au camp Albany durant l'été au camp. Après ça, j'avais été coupé. Je m'étais présenté à Orlando au camp. Et eux autres, ils étaient avec Toronto dans le passé. Puis, il y avait tellement de joueurs sous contrat qu'ils n'ont pas pu me garder. Fait qu'ils m'ont coupé aussi au camp. Puis je me suis ramassé, j'allais retourner chez nous, puis le coach à Peoria dans la SPHL m'avait appelé, Jean-Guy Trudel, qui est en passant un excellent coach. Lui, c'est probablement des meilleurs coachs que j'ai eu dans ma carrière. Puis lui, dans le fond, il m'a appelé, il m'a dit regarde, viens jouer avec nous autres, tu vas avoir du fun, puis regarde, peu importe ce qui arrivera, moi je te retiens pas. Si tu as remonté dans l'East Coast, ben, je vais te laisser aller, mais tu sais, déjà aux États-Unis, pourquoi pas avoir une saison pour le fun, puis je vais te faire jouer en masse. Je dis, regarde, pourquoi pas? Regarde, c'est sûr que je retourne chez nous, puis je me tourne les pouces, ou bien que je m'en vais continuer à jouer du hockey. Fait que j'ai décidé d'y aller là-bas. J'ai joué du game avec eux autres. Ma dernière game, j'avais eu un but, une passe, 3 bagarres. Puis... puis après ça, j'avais reçu un appel de Chris Lamoriello, pas long, je pense que c'était 2 jours après, qui me disait qu'il voulait me signer, dans le fond, pour un contrat two-way avec Albany, puis que j'allais, dans le fond, me reporter à Orlando pour dans East Coast. Fait que j'ai monté dans East Coast pour 2 semaines, puis après ça, il y a eu tellement de blessés à Albany que j'ai monté tout de suite après. Puis j'ai eu la chance de jouer, je pense, c'est 15 parties cette saison-là, ou moi je pense que c'était 15 parties cette saison-là. C'est vraiment une belle expérience. L'organisation m'a vraiment accueilli les bras ouverts. Ils me connaissaient parce que ça faisait 3 années de suite que j'avais été à leur camp, mais j'avais jamais joué avec eux autres en saison régulière. Mais non, j'avais énormément apprécié l'opportunité, puis aussi j'avais tellement de fun jouer avec un gars comme Cam Janssen qui est c'est tout qu'un personnage, mais lui aussi c'est un méchant bon gars qui va donner sa chemise sur le dos à n'importe qui. Rob Pelly qui était mon capitaine, lui j'ai tellement apprécié comment il était un leader, puis aussi mon grand chum Scott Wedgwood, que depuis toutes les années qu'on est encore très, très, très bons amis. J'ai été à son mariage il y a quelques années, puis ils ont eu, ça fait pas longtemps qu'ils ont eu un petit bébé fille, Scarlett, fait que
J'ai tissé des liens un peu partout dans la Ligue East Coast, un peu dans la Ligue américaine. Je me suis promené beaucoup, mais ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde. Ça m'a permis de rencontrer et tout mon épouse quand j'étais à Adirondack pendant mes 4 années que j'étais là-bas. Adirondack, c'est pas super loin d'ici. Hein? C'est quoi, 3-4 heures? Oui, de Montréal, c'est à peu près 3h30, je pense. Dans quelle ville tu joues exactement? Ça s'appelle Glens Falls. Glens Falls. C'est à peu près à 10 minutes du lac Georges, s'il y en a qui sont qui sont c'est vraiment très, très, très belle place. Ça en est une des places une des très belles places que j'ai jouées, là, que j'ai vraiment adoré là-bas. Là. Les fans sont absolument incroyables. Puis toute la famille à mon épouse elle vient de là. Fait que ça faisait une belle atmosphère. Okay, fait qu'au pire, c'est pas si loin que ça, Montréal. Fait que ça doit c'est pour ça que faciliter les choses que c'est pas si loin. Non, ça se fait quand même bien. C'est sûr que moi, je viens de la Beauce. C'est sûr que c'est un petit peu plus loin, ça prenait 6h30. Mais même encore là, c'est moins pire que essayer d'aller me faire jouer au Texas, à Allen ou bien à Utah. Ouais. C'était un peu moins facile pour, mettons, ma famille. Fait que à Adirondack, c'était plus facile pour eux autres de venir me voir jouer là, 1-2 fois par année. Là, mais là, présentement, est-ce que tu es dans le coin de Montréal ou tu es. Oui, je suis dans le coin de Montréal. Okay. Ouais. OK. Fait que ça doit être spécial quand même qu'il y a une équipe en plein milieu de la Beauce dans la Ligue nord-américaine. J'imagine que tu dois avoir un peu de plaisir à aller jouer contre le Cool FM. Oui, c'est sûr que l'année passée, ma 4e game de saison, c'était contre le Cool FM. Puis c'est là que je me suis blessé. Mon premier chiffre, ma famille venait juste de rentrer dans l'aréna, puis j'étais étendu sur la glace à me tenir le genou parce que je venais juste de me blesser. Fait que c'est sûr, ça a laissé un petit goût amer, mais au moins, je suis content d'avoir la chance de pouvoir rejouer à Saint-Georges. Puis même Thetford, c'est pas si loin de chez nous. Fait que eux autres, ma famille vont être capable de venir me voir quand que je vais jouer dans ce coin-là. Pour ceux qui sont intéressés, Christopher Hull a mis la vidéo, là, la bataille dans le petit box dans les commentaires. Ceux qui sont intéressés de voir Alex Carrier à l'œuvre. Donc, ouais. Je mentirais si je disais qu'il n'y a pas des chances que j'aille checker ça. Dans ce temps-là, je pense que ça a été à Sportsnet là, ou SportsCenter. Là, ça a fait les top 10 des. Pas moment cocasse, là, mais. Ouais, ça c'est. J'ai fait un podcast avec Chris l'année passée aussi, puis ma mère, elle m'a donné un petit message. Fait que. Ils ont été capables de se parler un peu. C'est pour ça qu'il dit qu'elle est très, très charmante. Puis c'est sûr que j'approuve avec ça. J'adore ma mère. Là, je l'aime bien, gros. Ah, c'est beau ça. Mais ouais, tu avais fait le top 10 des moments cocasses. Ouais, des moments. C'est comme des moments inaudits, dans le fond, qui arrivent dans le monde du hockey. Fait que ça a comme. Ça fait bizarre de me voir là. C'est sûr que ça n'arrive pas tout le temps que tu as une bagarre qui se passe dans le banc de pénalité, mais. Ouais. Ouais, Alex, j'ai reçu des petites informations de ton ancien directeur des communications, Nick Pelletier, des Pétroliers de Laval. Okay. Qui m'a parlé que quand il t'avait en entrevue ou quand tu le croisais, tu lui demandais tout le temps de lui montrer. C'est dedans de veston. Ça vient de où, là, ta passion, des dedans de veston? Ben, c'est pas les dedans de veston, c'est plus les habits. Là. J'adore les habits, j'adore avec le hockey. Le hockey aux États-Unis, t'es tout le temps en habits, cravate, chemise. Fait que j'ai comme développé pas un goût pour le style des habits, mais un peu. Là. J'adore, j'aime bien m'habiller. Puis lui, toutes les fois qu'il faisait une entrevue, il y avait tout le temps un blouson différent avec de quoi de spécial qui était en dedans.
Fait qu'à toutes les fois, je lui demandais, bon, c'est quoi aujourd'hui? Là? C'est quoi cette semaine? Qu'est-ce que tu as en dedans? Là? Qu'est-ce qui se passe? Puis il y avait tout le temps de quoi différent. Puis j'ai demandé, dans le fond, à la fin de l'année, qu'il arrive avec du nouveau matériel pour cette année, pour qu'il me surprenne. Ah ouais, malheureusement. Ouais, ben, je vais avoir la chance de le revoir, là, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que je vais lui demander quand on va jouer à Laval là, qu'il me montre avec quoi qu'il travaille. Là. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Alex. Justement, parlant de ça, Nick Pelletier, je ne sais pas si c'est ses nouveaux habits de cette année, mais Nick Pelletier m'a ouvert sa garde-robe. Et puis, il m'a envoyé quelques photos de ses dedans de veston pour toi, Alex. Donc, là, ici, celui-là, je ne sais pas si tu l'avais déjà vu, celle-là. Non, celle-là, je ne l'avais pas vue. OK. Donc, il vient de haut noir. Il y a des points dessus, un peu style peinture. Donc, très joli. Il y a celui-là ici. Donc, des fleurs. Et, je pense que celui-là, il me l'avait montré dans une des games hors concours. Je trouve que ça fait style asiatique un petit peu. Ouais, floral un peu. Là, ça... J'aime bien. Et un autre aussi ici. Motif floral, des plus grosses fleurs. Très colorées également. Ah, il s'est donné à cœur joie là-dessus. Donc, très coloré. Une personne colorée avec un habit coloré. Ouais, c'est bon ça. Et, il y a Mathieu Ricard dans le chat qui dit en tout cas, tu vas être choyé avec les habits de ton nouveau coach. Puis lui, il dit que le coach le plus stylé de la ligue, c'est Martin Larivière. Là, il est sharp. Il s'habille bien. Même notre coach, Doom, il avait un bel habit à la dernière game. Un bel habit bleu poudre. T'es sharp. C'est dur à dire parce que tu viens juste d'arriver à Saint-Hyacinthe, mais si on revient l'année passée, c'était qui le joueur qui s'habillait le mieux là, à Laval? Là? Ouf. Pour toi? Lui qui s'habillait le mieux. Ouais. C'est sûr que les joueurs n'arrivent pas en dessous dans les... Non. Je dirais Chris Cloutier. Ah ouais? Ouais, il arrivait avec son style était unique. Si vous avez la chance de l'avoir dans votre podcast, demandez-lui qu'il vous fasse un petit tour de ses souliers. Ses souliers sont incroyables. Il y a tout qu'un garde-robe de souliers, c'est coloré. On l'avait déjà eu, je pense que c'est comme le deuxième ou le troisième invité, je pense, à du podcast de comme 3 ans. Mais en même temps, s'il joue sa 500e game cette année, peut-être ça serait une occasion de... Ouais. S'il pourrait vous montrer son garde-robe, là, surtout c'est... Son manteau fluo. Ouais. Ah, il était... ouais, il aime ça s'habiller, mais par-dessus tout, il adore ses souliers. Ses souliers, là, ça, c'est sacré pour lui. On parle de son manteau flou. Il est arrivé avec les cheveux verts couleur marquée une année en série quand il jouait pour Jonquière. Là, 2-3 ans. Fait que, ouais. Bon, j'en doute même pas. C'est à l'image de la personne qui est. Il est coloré, mais c'est un méchant bon Jack. C'est un gars que t'aimes bien avoir dans ton vestiaire. Fluo, ça me sonne un petit peu vintage, un peu. Je sais pas si... C'était vintage. C'était old school. Tu vois pas ça partout. Là, thrift shop là, quasiment. Là, que, tu trouves ça en le cherchant là, parce que tu trouves pas ça nulle part dans des magasins que tu vas d'habitude. Donc, pour finir sur les vestons un petit peu, Nick Pelletier te saluait également, donc en parlant de personnes colorées et de vestons colorés. Donc, t'appréciais beaucoup, te saluait et on le remercie là, pour les photos de ses intérieurs de vestons. En espérant que je vais avoir la chance d'en voir d'autres là, quand je vais jouer à Laval. Amène du nouveau matériel, Nick.
Le message est lancé. Yes. Ouais. Pour clore la partie vestimentaire aussi, il y a un ancien coéquipier, Joël Caron, qui demande si tu as toujours le même protège-cou. Oui. Ah, ça faisait partie de l'échange quand j'ai été changé de Laval à Saint-Hyacinthe. Mon protège-cou, il est venu avec moi. C'est ce qu'il m'a dit dans notre groupe là, à Laval quand j'étais parti. Il dit en tout cas, bonne chance à Saint-Hyacinthe, à toi et ton cache-cou. En tout cas, même si j'étais encore sur le choc, ça m'a fait bien rire. Ouais. Ah, ben, c'est important aussi d'être stylé sur la glace également, pas juste en dehors. Ouais, ben j'ai un long cou, fait que j'essaie de le cacher un peu. J'essaie de le faire. Je fais qu'il n'est pas trop. qu'il soit pas trop haut. Ouais, non, mais ça fait du sens. Good. Fait que, je te laisse peut-être le mot de la fin, David. Ouais, ben, on a fait un peu le tour. Fait que c'était quand même, on a eu le droit à des bonnes histoires. Fait que c'était bien le fun. La saison qui vient tout juste de commencer, là, c'était dommage un peu. Vous aviez juste un match la semaine dernière. Fait que c'est peut-être ce week-end, ça va vous mettre un peu plus dedans, là, un calendrier de deux matchs. Donc, vous jouez là vendredi. C'est à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, puis dimanche à la maison contre le Cool FM. Donc, si tu peux peut-être un petit mot pour les fans, là, justement, là, qui ont été là en grand nombre vendredi, si tu avais un message à lancer là, aux fans du bataillon là, pour le match de dimanche, puis un peu pour le restant de la saison. Ben, c'est sûr qu'un support comme ça, comme qu'on a vu à la première game, en tant que joueur, c'est exceptionnel. Puis on apprécie énormément l'atmosphère que vous avez amenée à Saint-Hyacinthe à l'Arena. On espère que vous allez venir en grand nombre dimanche à 2h, je pense, contre Saint-Georges, contre le Cool FM. Puis aussi pour le reste de la saison, c'est important. On est une nouvelle équipe dans la ligue, on est une nouvelle organisation et c'est sûr qu'on a un petit peu d'adaptation. On est des joueurs on n'a pas tous joué ensemble dans le passé. C'est sûr nos coachs vont essayer de trouver la combinaison gagnante pour qu'on puisse trouver le chemin de la victoire. Mais je ne suis pas inquiet là-dessus. Je pense qu'on a un très, très bon club. On a des très bons joueurs. On est bien coachés. Puis on est très bien encadré avec Max Lapierre et Guillaume Latendresse comme propriétaire. Fait que venez en grand nombre, supportez-nous. Puis c'est sûr qu'on va vous l'ordonner éventuellement. Alexandre Carrier du bataillon Saint-Hyacinthe, merci pour ta présence sur le balado ce soir. Très généreux, ça a été très le fun. Ouais, merci beaucoup les gars. C'était vraiment le fun pour moi et tout. Ah, ouais, c'est gentil. Merci. Bonne saison. Yes, bonne saison. Salut. All right, donc Alexandre Carrier du bataillon de Saint-Hyacinthe. Peut-être parler, David, en terminant les matchs là, qui ont lieu, peut-être faire la liste des matchs. Là. On a quand même un week-end chargé. Ça va être le fun. Il n'y en a pas beaucoup dans la saison, des week-ends de 8 matchs. Là, donc, tous les clubs sont en action là, 2 fois, mais c'est le cas. Donc, on va rentrer. Il y avait seulement 5 matchs en fin de semaine passée. Donc là, on va vraiment rentrer là, dans Poutine. Donc, on en a parlé. Donc, le bataillon qui va être à Rivière-du-Loup vendredi. Ensuite de ça, il y a plusieurs équipes qui ont leur match inaugural là, à la maison pour la saison. Donc, le Cool FM de Saint-Georges qui va recevoir la Sorensette Thetford Mines dans un match à Beauceville. Donc, on le sait, là, malheureusement, là, on ne peut pas encore jouer au centre Nacrodutile du côté de Saint-Georges. Mais d'après moi, arrivez tôt ou achetez-vous des billets d'avance parce qu'on le sait, les fans de Thetford, ils se déplacent aussi dans un aréna comme Beauceville que je ne sais même pas s'il rentre 1000 personnes. D'après moi, ça risque d'être plein. Donc, puis d'après moi, il risque d'avoir du monde qui vont se faire refuser. Donc, dépêchez-vous là, de trouver des billets pour ce match-là. Ça risque d'être bon, la grosse rivalité entre Thetford et Saint-Georges. Ensuite de ça, une autre grosse rivalité,
reprise des séries de l'année dernière. Les Pétroliers de Laval qui vont être à Sorel-Tracy pour l'ouverture locale des éperviers. Donc, ça aussi, ça risque d'être tout un match. On sait que les fans de Laval se déplacent, puis les fans de Sorel risquent d'être présents, surtout avec le bon début de saison puis les nouvelles acquisitions qu'il y a à Sorel cette année. Là, il y a un petit vent là, d'optimisme, disons, chez les fans des éperviers. Ça risque d'être bon. Ensuite de ça, c'est l'ouverture locale à Jonquière, donc le National de Québec qui va être en visite au Palais des Sports pour l'ouverture des marquis. Donc, ça aussi, là, il risque d'avoir beaucoup de monde. On sait, il y a toujours beaucoup de monde, peu importe à Jonquière. Fait que le match d'ouverture locale, ça risque d'être le cas aussi. Ensuite de ça, un match seulement samedi à Thetford Mines, donc les marquis de Jonquière qui vont être à Thetford. Puis dimanche, quand même un programme chargeant en après-midi. Donc, un match à 1h30, un à 14h, puis un à 16h. Donc, à 1h30, les éperviers de Sorel-Tracy vont être à Québec au complexe sportif Bonheur de l'ancienne Lorette pour affronter le national. À 14h, le Cool FM, on en a parlé également avec Alex Carrier, va être à Saint-Hyacinthe pour affronter le bataillon. Et à 16h, les 3L de Rivière-du-Loup vont être à Laval pour affronter les pétroliers. Donc, un programme très chargé, un dimanche très chargé, ça va être le fun. Ça fait longtemps qu'on a eu plus d'un match. C'est rare que l'année passée, il y avait des matchs le dimanche après-midi en général. Là, on en a 3, donc ça va être le fun de passer un petit dimanche après-midi entre pour ceux qui vont être aux arénas, mais sinon, un petit dimanche après-midi sur TV LNH, ça risque d'être le fun. Donc, voilà pour en fin de semaine. Donc, ça promet beaucoup de hockey à se mettre sous la dent. Et j'en profite peut-être pour dire que vu qu'il va y avoir 8 parties, probablement que le moitié-moitié va être payant ce week-end. Là, est déjà parti. Je vais mettre la petite image là, si vous voulez scanner le code QR. Mais le dernier gagnant, là, je pense que c'est 2200 $ qui était au gagnant dimanche à 18h lorsque ça s'est terminé. Donc, avec 8 équipes, 8 parties plutôt qui vont jouer là, ce week-end. Là, probablement qu'on va peut-être dépasser encore ça. Je vous invite à aller là, sur le site pour réserver votre billet de tirage. Parfait. Sur ça, c'est tout, Dave? Ouais, donc bon show, c'était une belle entrevue, c'était bien plaisant. Donc, on en a appris plus sur le nouveau joueur du bataillon. Puis sinon, c'était un bon premier week-end de saison régulière. Donc, j'ai hâte de voir ce que le deuxième nous réserve là, avec un programme complet de 8 matchs. Yes. Donc, merci à David. Merci à tout le monde d'avoir été des nôtres. Merci à notre invité de ce soir, Alexandre Carrier, qui était très généreux. C'était très plaisant. Donc, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même pas. Faites attention à vous. Au retour à la maison. Au revoir.